Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire et professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, où j'enseigne des cours sur la politique américaine. Et je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui porte sur le thème de la démocratie en Amérique, point d'interrogation. On tient cette table ronde dans le cadre d'une série d'activités soulignant le 25e anniversaire de la chaire Raoul Dandurand. Vous avez peut-être vu le thème de cette série d'activités sur notre site Internet. On se demande à quoi ressemblera le monde d'ici 2046, soit en 2046, quand la chaire Raoul Dandurand célébrera son 50e anniversaire. Donc, c'est pas une mince tâche que de prévoir ce qui risque de se produire, mais on veut quand même s'amuser un petit peu en discutant de ces thèmes. Donc, la chaire a été créée en 1996. C'est le 25e anniversaire de la chaire cette année, mais l'activité d'aujourd'hui permet aussi de souligner un autre anniversaire, le 20e anniversaire de notre observatoire sur les États-Unis. Créé en 2002 par mon prédécesseur à la barre de la chaire Raoul Dandurand, le professeur Charles-Philippe David, l'Observatoire sur les États-Unis mène depuis 2 décennies maintenant des recherches sur la vie politique aux États-Unis, les élections américaines, la politique étrangère des États-Unis. L'Observatoire a produit des centaines de publications depuis 2002. Il a formé des dizaines de jeunes chercheurs intéressés par les États-Unis et il contribue par ses interventions médiatiques, ses colloques, ses conférences à la diffusion de l'expertise sur les États-Unis à l'extérieur des murs de l'université. Tout ça grâce à l'appui de partenaires et j'aimerais souligner notamment 2 partenariats qui ont été cruciaux au développement, à la création de l'Observatoire sur les États-Unis au départ, le ministère des Relations internationales, celui avec le ministère des Relations internationales du Québec et aussi celui avec la Fondation Marc Bourgy. La Fondation Marc Bourgy offre depuis la création de l'Observatoire du financement qui permet de recevoir, d'accueillir à titre de chercheurs en résidence des jeunes chercheurs qui effectuent des stages à l'Observatoire sur les États-Unis et vous allez en rencontrer quelques-unes aujourd'hui. À titre de directeur de l'Observatoire depuis 2009, j'avais envie pour cette activité de réunir quelques chercheurs qui ont marqué l'histoire de l'Observatoire, qui contribuent encore à notre dynamisme aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, le titre de la table ronde, c'est « De la démocratie en Amérique ». Point d'interrogation. On fait ici, bien sûr, référence au célèbre ouvrage d'Alexis de Tocqueville, publié dans les années 1830, et dans lequel le philosophe politique décrivait avec une certaine admiration la société et le système politique américain. Cette même société, ce même système politique qui nous fascine également à l'Observatoire sur les États-Unis depuis 20 ans. Et quiconque étudie les États-Unis depuis qu'on a créé l'Observatoire sait à quel point ce pays a changé au cours des 2 dernières décennies. Il y a eu les événements du 11 septembre 2001, dont on a parlé évidemment cet automne, puisqu'on a souligné un anniversaire important aussi, le 20e anniversaire des événements du 11 septembre. Il y a eu aussi la crise financière et économique de 2008, l'élection surprenante peut-être de Barack Obama en 2008, peut-être encore plus surprenante était l'élection de Donald Trump en 2016. Il y a eu la pandémie de COVID-19. On est encore dans cette pandémie en ce moment aux États-Unis. À l'international, intervention militaire en Afghanistan, la guerre en Irak, le retrait d'Afghanistan. On assiste actuellement à la montée de la Chine. Certaines s'interrogent par conséquent sur le déclin relatif des États-Unis à l'échelle internationale. Et plus récemment, l'élection présidentielle de 2020, on l'a vu également, a été marquée par une polarisation extrême, une remise en question inquiétante, j'ai envie de dire inquiétante, des normes démocratiques et de la légitimité du processus électoral américain. On l'a vu le 6 janvier dernier, tout cela a culminé avec une attaque au Capitole visant à interrompre le processus électoral après l'élection présidentielle. Donc, 20 ans après la création de l'Observatoire sur les États-Unis, que doit-on retenir de 2 décennies de politique américaine? Quels ont été les enjeux déterminants aux yeux de nos chercheurs? Qu'est-ce qui a retenu leur attention? Pourquoi? Surtout, quel avenir se dessine pour ce pays, pour la démocratie américaine, pour la politique étrangère américaine au cours des prochaines années? Si on va aller plus loin, on pourra se demander à quoi pourraient ressembler les États-Unis dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Qu'est-ce qui retiendra notre attention au cours des prochaines années? Qu'est-ce qui devrait retenir l'attention de nos chercheurs? Un vaste menu, on va s'amuser avec ça, mais au moins, c'est ce que je proposerais comme point de départ pour notre discussion d'aujourd'hui. Une discussion avec 5 des nombreux chercheurs qui ont marqué
les travaux de notre observatoire au cours des 20 dernières années. Je vous les présente sans plus tarder. Louis Balthazar est professeur émérite de sciences politiques à l'Université Laval. Il a été président et coprésident de l'Observatoire sur les États-Unis entre 2002 et 2013. Il a aussi été titulaire intérimaire de la chaire Raoul Dandurand en 2002-2003, au moment où justement on créait l'Observatoire sur les États-Unis. Et il étudiait déjà à ce moment-là la politique américaine, les relations entre le Canada, le Québec et les États-Unis depuis de nombreuses années. C'est un plaisir de le revoir. Merci beaucoup, M. Balthazar, d'avoir accepté notre invitation. Julien Toureille est chargé de cours en sciences politiques dans de nombreuses universités. Julien, je ne sais plus où tu enseignes cet automne, mais je sais que tu enseignes à l'UQAM, à l'Université du Québec à Chicoutimi, au Collège militaire royal de Saint-Jean et j'en passe. Et tu es chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis depuis 2004. Donc, tu es arrivé tôt aussi à l'Observatoire sur les États-Unis. Andréane Bissonnette est doctorante en sciences politiques à l'UQAM. Elle est chargée de cours en géographie à l'UQAM cet automne. Elle est chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis depuis 2015, spécialiste des électeurs et électrices latino-américains, de la frontière américano-mexicaine et des frontières de façon plus générale en Amérique du Nord, spécialiste également de l'avortement, du droit à l'avortement aux États-Unis, notamment pour les latino-américaines. Bonjour Andréane. Julie-Pierre Nadeau est doctorante en sciences politiques à l'UQAM également. Elle enseigne cet automne le cours de baccalauréat au département de sciences politiques à l'UQAM sur le système politique des États-Unis. Elle est chercheure à l'Observatoire depuis 2017. Elle se spécialise sur la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, mais elle connaît à merveille le système politique américain. Elle a collaboré avec nous à l'analyse des récentes élections américaines, une communicatrice hors pair que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui pour cette activité. Merci beaucoup, Julie-Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Et last but not the least, Victor Bardou-Bourgeois est doctorant en sciences politiques à l'UQAM également, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis depuis 2018. Et il se spécialise sur l'extrême droite aux États-Unis, le conservatisme américain et l'effet des technologies numériques sur les débats politiques aux États-Unis. Il travaille aussi dans le cadre de plusieurs de nos projets sur les relations entre le Québec et les États-Unis, notamment en matière d'énergie, hydroélectricité, etc. Donc, merci à vous cinq d'avoir accepté notre invitation. Donc, commençons par le premier tour de table. Je voulais qu'on fasse un peu la rétrospective des travaux de l'Observatoire sur les États-Unis depuis 20 ans et j'ai eu envie de vous demander, chacune, à quel moment et dans quel contexte vous avez commencé à collaborer avec l'Observatoire sur les États-Unis. Je vais aussi vous demander quel était l'enjeu le plus déterminant à vos yeux à ce moment-là et qu'est-ce qui vous étonne le plus aujourd'hui quand vous repensez à ce qu'était ce pays, sa politique intérieure, sa politique étrangère à votre arrivée parmi nous. Et j'aimerais commencer par Louis Balthazar. Bonjour. Eh bien, moi, quand je suis arrivé à la chaire 2002-2003, comme vous pouvez vous en douter, l'enjeu majeur, c'était l'instrumentalisation de la tragédie du 11 septembre pour faire valoir la thèse du moment unipolaire, the unipolar movement, alors que les néocons étaient au pouvoir avec George W. Bush et on voulait faire valoir la puissance des États-Unis tous azimuts, sans aucune, avec des consultations à l'occasion, mais on le répétait, les États-Unis n'ont pas à demander à personne pour leur politique, pour leurs agissements. Alors, c'était évidemment la guerre absolument inutile en Irak, à laquelle ce pauvre Colin Powell, qui vient de décéder malheureusement, avait résisté pendant longtemps et à laquelle il a dû se prêter en bon militaire qu'il était et appuyer aux Nations Unies le mensonge de cette intervention tragique. Il faut souligner aussi que déjà, ce gouvernement était considéré par plusieurs comme une imposture démocratique.
Ce gouvernement avait été élu d'abord, comme ça a été le cas récemment avec Donald Trump, par une minorité de la population. Et ce gouvernement, l'élection de ce gouvernement avait été finalement décidée par une sorte de diktat de la Cour suprême. Alors déjà, quand on dit que la démocratie va mal aujourd'hui, il y avait déjà des signes extrêmement inquiétants. Et puis, qu'est-ce qui m'a le plus surpris par la suite? Ben, comme tout le monde, c'est l'élection de Donald Trump. C'est qu'après qu'Obama eut rétabli une sorte d'intelligence au niveau de la politique étrangère des États-Unis après le désastre des années Bush, c'est que le populisme américain, l'anti-élitisme américain soit à ce point fort qu'il nous donne un président, un milliardaire aussi peu représentatif de l'Américain moyen qu'on puisse l'imaginer. Et ce qui est encore étonnant, c'est que le mensonge habite encore une grande partie de la population. Voilà. Colin Powell, effectivement, on se souvient des images, la petite fiole aux Nations Unies, oui. Un geste qu'il a regretté par la suite. Mais le décès de Colin Powell au cours des derniers jours nous rappelle ce moment tellement important auquel vous faites référence, les débuts de la guerre en Afghanistan, mais surtout la guerre en Irak par la suite que M. Bush tente de défendre du mieux qu'il peut, mais c'est plutôt simple au départ. Ce sera plus difficile par la suite. Julien Toureille arrive en 2004 à l'Observatoire sur les États-Unis. Qu'est-ce qui retient l'attention de Julien à ce moment-là? Et très sensiblement les mêmes choses que M. Balthazar. Hein. Je me souviens très bien du cours que j'avais avec vous, M. Balthazar, de politique intérieure des États-Unis et justement tous ces débats sur la place notamment des néoconservateurs dans la société américaine était un sujet de fascination. Alors personnellement, moi, cette question des néoconservateurs m'a fasciné, m'a habité pendant une assez longue période, hein, carrément depuis les lendemains du 11 septembre jusqu'à ce qu'ils reconnaissent ou ce qu'on reconnaisse un petit peu la vacuité de leur appui au renversement de Saddam Hussein en Irak, quelque part autour de l'élection de mi-mandat de 2006. Mais moi, il y a deux éléments qui m'ont fasciné lorsque je suis arrivé à l'Observatoire. Le premier, en matière de politique étrangère, c'était cette réponse au traumatisme du 11 septembre 2001, pas autant avec la guerre en Afghanistan qui, dès 2004, paraissait déjà oubliée aux yeux de bien du monde, mais la façon de répondre à ce traumatisme avec tout le débat sur la guerre en Irak, dont en 2004 déjà, on s'apercevait que quelque chose n'allait pas, qu'elle forçait les Américains à se réintéresser à quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout, c'est-à-dire les opérations de contre-insurrection vis-à-vis desquelles ils ont un passé pour le moins délicat, pour pas dire totalement douloureux. Cet aspect-là m'a tellement fasciné que j'en ai en partie fait ma thèse de doctorat et ça m'a fasciné tellement longtemps. Vous le savez, la thèse a pris pas mal de temps à accoucher, bien plus de temps voilà, mais bien plus de temps qu'il leur a fallu aux néoconservateurs pour s'apercevoir qu'ils avaient fait une erreur en promouvant cette intervention-là. Du point de vue de la politique intérieure, ce qui me fascinait, c'était le débat à l'époque sur le conservatisme de compassion. Je ne sais plus, M. Balthazar ou Fred, c'est exactement la bonne expression qui était utilisée, mais cette volonté qu'avait notamment W. Bush sur le plan de la politique intérieure de radicalement réformer le système de sécurité sociale en l'individualisant, c'est-à-dire en baissant les impôts pour que chaque individu cotise lui-même, notamment pour sa retraite. Et tout ce débat-là me fascinait. Cette définition du conservatisme, pour l'Européen que je suis, me paraissait assez... suscitait beaucoup d'interrogations. Et évidemment, moi, le grand moment que je retiens de mon arrivée à l'Observatoire et à la chaire, c'est l'élection présidentielle de 2004 et la réélection de George W. Bush dans un contexte qui paraissait quand même très, très difficile pour lui. Je disais, on voyait déjà que la guerre en Irak n'était peut-être pas le succès escompté. Il y avait le poids de cette mauvaise élection
en 2000. En 2004, il est élu, somme toute, de façon assez facile. Et alors, ce qui m'a évidemment frappé depuis, ça a été à quel point on a oublié pendant 20 ans la guerre en Afghanistan, jusqu'au retrait récent. Ça, de point de vue de la politique étrangère, c'est quelque chose qui m'interroge encore beaucoup. Pourquoi cette guerre est passée un peu dans l'inconscient ou c'est resté à l'écart des débats politiques pendant longtemps. Et évidemment, sur le plan de la politique intérieure, c'est ce délitement de la démocratie américaine, ou cette crise de la démocratie américaine, dont on peut quand même voir les racines. Monsieur Balthazar l'évoquait à l'élection de 2000, et même je remonterai un petit peu plus avant, avec l'élection de mi-mandat de 1994 et le contrat proposé par Newt Gingrich aux Américains. On va y revenir à ce délitement de la démocratie américaine parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de publications à ce propos où on nous dit que les démocraties meurent, peut-être la démocratie américaine, ce système politique est en train de glisser vers autre chose. On va en reparler lors du deuxième tour de table. Mais juste avant, j'aimerais demander à Andréane Bissonnette ce qui retenait son attention à son arrivée à l'Observatoire sur les États-Unis en 2015 et ce qui l'étonne aujourd'hui après coup, là, 6 ans plus tard. Andréane? Pour faire le lien avec mes deux collègues, en fait, en 2015, quand je suis arrivée à la chaire et à l'Observatoire sur les États-Unis, on parlait déjà du projet de livre L'effet 11 septembre 15 ans plus tard. Donc, on était dans la réflexion sur les conséquences des événements mentionnés par M. Balthazar et par Julien. Donc, sur le plan de la politique extérieure, c'était encore une question qui était présente à mon arrivée à la chaire en 2015. On en parlait également. Moi, je suis arrivée à la chaire, j'étais en dernière session de bac et je suivais le cours de Frédéric au niveau des systèmes politiques aux États-Unis et c'était une question qu'on avait abordée également, mais c'était aussi à un moment où, en termes de politique intérieure, il y avait beaucoup de changements au sein de la société états-unienne. On arrivait d'une décision de la Cour suprême en juin qui venait légaliser le mariage entre personnes de même sexe, mais il y avait également eu une vague migratoire à la frontière mexicaine-états-unienne marquée notamment par beaucoup d'enfants non accompagnés et par des femmes enceintes, et ça avait teinté en fait le bilan de politique intérieure et de politique migratoire de l'administration Obama, au même moment où M. Trump se présentait en politique, alors une candidature qui était pratiquement rejetée du revers de la main comme étant impossible. Mais donc, on était dans ce contexte-là de plusieurs éléments sur le plan intérieur et extérieur qui s'entrechoquaient à l'aube des primaires républicaines et démocrates. Et de ces événements-là, en fait, et de cette candidature de Donald Trump, ça m'amène à la deuxième portion de la question sur qu'est-ce qui m'étonne, en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce contexte-là où on avait ces changements qui étaient en fait des changements profonds d'un point de vue de société, le mariage entre personnes de même sexe, mais également la réponse à la vague migratoire dans une réflexion post-11 septembre où la frontière a pris une ampleur beaucoup plus grande. On avait cette candidature qui allait chercher des anxiétés de changement démographique, mais également de changement de perception territoriale qui n'a pas été abordée comme de façon sérieuse. Et donc, ces angles morts qui existaient en 2015 quant à la montée des anxiétés démographiques et culturelles et leur impact ultimement sur le vote de 2016 est un des éléments qui m'étonne, surtout lorsqu'on y pense après coup, lorsqu'on regarde en fait tous ces changements-là qui ont eu lieu dans un petit espace temporel, mais qui ont eu donc de grands impacts pour la suite. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on aborde les questions électorales, notamment le vote latino-américain, mais toute la question démographique, en fait, demeure très pertinente et très intéressante à regarder. L'élection de Donald Trump, évidemment, ça a été une grande surprise pour de nombreux chercheurs à l'Observatoire sur les États-Unis. Et pour la petite histoire, l'Observatoire tient habituellement, quand il n'y a pas de pandémie mondiale, des soirées électorales. On en avait tenu une en 2012, une en 2016 également. Donc, on invitait des centaines de personnes à regarder cette soirée électorale avec nous. Et ceux et celles qui étaient à celle de 2016 se souviennent à quel point les gens étaient étonnés de voir que Donald Trump, effectivement, en raison des anxiétés auxquelles Andréane fait référence, avait su tirer son épingle du jeu dans ce contexte électoral en gagnant un certain nombre d'États clés de l'élection, dont on a parlé en 2020 également. Donc,
Andréane nous rappelle ça et moi, je me rappelle tout particulièrement de l'étonnement des gens à cette soirée électorale de la chaire Raoul Dandurand. Julie-Pierre Nadeau, tu es arrivée en 2017, donc un petit peu plus tard qu'Andréane, 2 ans après l'élection de 2016, mais qu'est-ce qui retenait ton attention à ce moment-là et qu'est-ce qui t'étonne aujourd'hui? Oui, moi, je suis arrivée à la chaire en pleine présidence Trump, grâce à une bourse Marc Bourgier, d'ailleurs. Je tiens à le souligner. Puis, présidence Trump qui était bien enclenchée. Et donc, quand je suis arrivée à la chaire, ce dont on parlait, c'était le début de l'enquête de Robert Mueller, donc l'enquête sur l'ingérence russe. Et sur le plan international, on parlait beaucoup c'était un retour des questions nucléaires. Donc, à la fois l'engouement de Donald Trump pour reprendre les négociations avec la Corée du Nord et d'un même coup, sa volonté de rompre l'accord sur le nucléaire iranien. Donc, ce sont les enjeux là, qui retenaient l'attention quand je suis arrivée. Et ça m'amène à ce qui m'étonne aujourd'hui, maintenant qu'on y repense, c'est à quel point on pensait que Donald Trump était un peu éphémère comme phénomène, que ses décisions n'allaient pas durer, que ça allait être renversé rapidement, que dans le fond, on n'a pas besoin de se préoccuper tant que ça de cette présidence-là. C'est une parenthèse qu'on va vite oublier et qui n'aura pas vraiment de conséquences sur les États-Unis. Et on voit qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas la réalité. Et d'autre part, on réalise à quel point il a eu plus de conséquences sur la démocratie que ce qu'on croyait sur la scène internationale. Également, Joe Biden doit encore négocier là, avec les impacts des décisions de son prédécesseur. Et l'autre chose qui m'étonnait aussi, c'est à quel point on pensait que ça pourrait pas être pire. Quand on a commencé l'enquête, quand l'enquête de Robert Mueller a commencé, on s'est dit l'ingérence russe, c'est probablement le fond du baril là, en termes de problèmes démocratique et Dieu sait qu'aujourd'hui, on regrette peut-être là, cette réflexion-là. D'ailleurs, les événements du 6 janvier au Capitole nous ont tous marqués. Ça a retenu notre attention et c'était signe que la droite dure aux États-Unis, une droite décomplexée que certains appellent l'extrême droite dans la littérature scientifique, dans les travaux publié sur la politique américaine au cours des dernières années. Bon, ça illustrait que ces phénomènes-là gagnent en importance aux États-Unis. Et d'ailleurs, Victor Bardot-Bourgeois s'y intéresse tout particulièrement. Victor, tu es arrivé en 2018 à l'Observatoire sur les États-Unis, 1 an après Julie Pierre. Qu'est-ce qui retenait ton attention et qu'est-ce qui t'étonne après quelques années de travaux sur les États-Unis? Oui, tout comme Julie Pierre, moi aussi, je suis arrivé à l'Observatoire grâce à une bourse stage Marc Bourgier. Et moi, je suis arrivé vraiment dans le contexte des campagnes électorales des primaires de 2018. On était bien dans le milieu du premier mandat de Donald Trump. Et moi, ce qui retenait mon attention à l'époque, surtout dans ce contexte électoral-là, c'était l'apparition publique dans les rallyes du président de plus en plus de personnes dans l'assistance avec ces symboles, cette lettre Q aux couleurs du drapeau de l'Amérique. Et donc, c'était les premières manifestations publiques du mouvement QAnon, qui, pour les non-initiés, est généralement, qu'on conceptualise comme un mouvement d'extrême droite conspirationniste, de plus en plus prévalent auprès des Américains se revendiquant républicains et qui croient très rapidement que le monde et les États-Unis sont essentiellement gouvernés par une cabale de pédosatanistes et que le président Trump est la seule et unique personne pouvant les vaincre. Pour maintenant parler peut-être moi de ce qui m'étonne aujourd'hui, et là au risque de faire mon Monday morning quarterback, c'est un peu la surprise causée par l'assaut du Capitole du 6 janvier. Et là, comprenez-moi bien, c'est pas de dire que c'était prévisible que précisément l'événement du 6 janvier allait se produire, mais plutôt qu'un événement dans le genre, c'est-à-dire qu'une foule d'Américains, potentiellement des Américains conservateurs, prennent d'assaut un bâtiment public pour contester le gouvernement américain. C'était pas la première fois que ça arrivait.
Et à mon sens, un événement comme la prise d'assaut du Capitole, c'est le résultat de discours et de mobilisation de droite radicale, mais aussi de droite extrémiste, qui a surtout commencé à prendre de l'ampleur durant la présidence Obama. Et c'est donc, on a un peu assisté durant les années Obama, une lente montée sur 10 ans de cette mouvance-là. Et au final, l'idée que des patriotes doivent reprendre le contrôle du pays des mains d'une élite politique corrompue précède Trump très largement, puis est même fréquemment reprise par différents groupes populistes au courant de l'histoire des États-Unis, à différents moments d'ailleurs. Maintenant, dans le contexte du 6 janvier, si vous rajoutez l'humiliation de la défaite électorale avec le refus du président Trump et de son entourage de reconnaître la dite défaite, mais aussi que vous multipliez des appels à se faire entendre, à prendre possession du Congrès et à empêcher le comptage des votes, qui était très prévalent dans la sphère médiatique conservatrice américaine dans les semaines menant au 6 janvier, vous avez une recette parfaite pour une déflagration comme on a vu cette journée-là au Capitole des États-Unis. On va partir de là pour le deuxième tour de table que je vous propose. Victor fait référence à ces événements du 6 janvier. Et au cours des dernières années, depuis le 6 janvier tout particulièrement, on le voit, il est devenu en vogue d'affirmer que la démocratie américaine a perdu de son lustre ou serait même en détresse. Julien Toureil a parlé de délitement de la démocratie américaine. Il y a de nombreux auteurs qui ont écrit des ouvrages qui vont un petit peu dans ce sens. On peut penser à l'ouvrage How Democracies Die de Stephen Levitsky et Daniel Ziblatt. Il y a eu une industrie d'ouvrages semblables à celui-là où on nous dit il y a un glissement, il y a un délitement, la société américaine, son système politique sont en train de glisser vers autre chose. Plus près de nous, vous connaissez l'animateur et l'humoriste Bill Maher qui disait, ça vaut ce que ça vaut, que l'un des grands partis américains, je ne le nommerai pas, n'hésiterait peut-être pas à interrompre le processus électoral si le résultat ne lui convient pas la prochaine fois. On ne l'a pas fait en 2020, mais on serait peut-être tenté de le faire une prochaine fois, parce qu'il y a encore une fois un glissement vers autre chose, une évolution des normes politiques démocratiques aux États-Unis. En politique étrangère également, ce qui intéresse Julien Toureil, Louis Balthazar et d'autres à l'Observatoire sur les États-Unis, on ne compte plus les analyses où on nous dit que les États-Unis sont en déclin, ne croient plus au multilatéralisme, ne croient plus à l'internationalisme libéral, cèdent actuellement la place dans le monde à d'autres puissances. Donc là aussi, il y a un délitement. Il y a un délitement, il y a un déclin, il y a une détérioration de ce qu'on a vu peut-être dans le passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces analyses assez pessimistes, je dois dire? Est-ce que vous croyez qu'on doit nuancer un petit peu tout ça? Et quel est à votre avis le plus grand défi pour la démocratie américaine et pour la politique étrangère des États-Unis actuellement? On va commencer par Julien Toureil. Tu l'as évoqué, Frédéric. Si on fait un constat assez actuel, tant du point de vue de la politique étrangère que de la santé de la démocratie américaine, on peut être pessimiste, on peut être inquiet. Et évidemment, Victor l'évoquait, le 6 janvier force à cette inquiétude. Si on prend un petit peu de recul, et peut-être M. Balthazar pourra me corriger après, on a par contre l'impression que ces périodes de doute quant à l'état de santé des États-Unis, à leur performance sur la scène internationale, sont régulières et reviennent de façon très, très, très périodique. Alors, par exemple, la question du déclin en politique étrangère, on l'entend dès le début des années 50, voire même dès que l'URSS teste son arme nucléaire, et après, presque tous les 10 ans, on entend cette question du déclin-là. Donc, sur la politique étrangère et la place des États-Unis dans le monde, je crois qu'on est dans une de ces périodes où on s'inquiète pour finalement pas grand-chose, parce que les États-Unis restent et, à mon sens, resteront pour les décennies à venir, et peut-être pour les 50 ans de la chaire, on pourra encore l'évoquer, la puissance dominante ou l'une des puissances dominantes sur la scène internationale. Au niveau de la démocratie interne, j'ai plus de doutes, même si j'aspire quand même à être confiant, mais si vous voulez, moi je vois trois grands défis en termes de démocratie à l'interne. Le premier défi,
serait de dépolitiser le découpage des circonscriptions électorales aux États-Unis. Le système ne peut pas fonctionner, à mon sens, ou est vicié tant que le découpage des circonscriptions, on est en plein processus après le recensement de 2020, et tant que ce processus-là, éminemment démocratique, est entaché par le jeu politicien, le fameux gerrymandering, qui pose des problèmes cruciaux à la démocratie américaine. Le second défi que je vois, c'est celui de la protection des droits civiques élémentaires et notamment le droit de vote. C'est quand même encore fascinant que en 2021, on s'inquiète de la capacité de certaines parties de la population américaine, notamment les hispaniques, notamment les afro-américains, à pouvoir pleinement exercer leur droit le plus fondamental, qui est le droit de vote. C'est quelque chose qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire américaine, mais on a l'impression de ne pas s'en sortir. Et le troisième défi en termes de démocratie américaine, j'évoquais tout à l'heure son nom, c'est sortir de cet état d'esprit qu'a initié Newt Gingrich au milieu des années 90 en faisant de la joute politique une lutte à la vie et à la mort entre deux camps qu'il perçoit comme irréconciliablement opposés, qu'il voit les républicains et les démocrates se percevoir comme une menace existentielle aux États-Unis. Et le système tel que les pères fondateurs l'ont conçu, il ne peut pas fonctionner avec une telle approche-là. C'est un système qui favorise le compromis et le consensus. Et si on n'a pas cette capacité à dialoguer parce qu'on perçoit en l'autre un adversaire légitime, la démocratie américaine va très très mal. Du point de vue de la politique étrangère, et j'arrête là, le principal défi, c'est la position par rapport à la Chine. Et je relisais il y a quelques jours l'un des chapitres de Louis Balthazar dans le manuel La politique étrangère des États-Unis. Et Louis, vous faisiez référence à ce que disait George Kennan vis-à-vis de l'URSS. Il disait oui, il faut être déterminé parce que c'est un rival sérieux, mais il faut surtout être mesuré et prudent. Et c'est l'inquiétude que j'ai vis-à-vis de la Chine. Est-ce que tant des républicains que du côté des démocrates, on va être mesuré et prudent face à un rival qui est sérieux, mais vis-à-vis duquel il faut éviter la surréaction. Et je finis vraiment là-dessus. Les derniers jours, on a beaucoup entendu parler dans la presse de ce test qu'aurait mené la Chine à l'état d'un missile hypersonique. Il ne faut pas reproduire la même erreur que celle qu'on a reproduite après le 11 septembre et faire de la Chine l'adversaire existentiel comme on a fait du terrorisme l'alpha et l'oméga de la politique étrangère, parce que c'est dans ce cas-là que les Américains, avec leur style paranoïaque, cher Hofstetter, peuvent faire leurs pires erreurs en politique étrangère. Julie-Pierre Nadeau, est-ce qu'on partage le pessimisme des auteurs auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, et quel est le plus grand défi pour ce pays en ce moment, à la maison, à Trôme et à l'international? J'ai aussi une réponse en deux volets, là, comme je m'intéresse tant à la politique étrangère qu'intérieure. En politique étrangère, Julien a dit, dans 50 ans, les États-Unis seront là ou l'une des puissances les plus importantes. Et je pense qu'elle est là, la question. Est-ce que ça sera la puissance ou l'une des puissances? Et est-ce que les États-Unis sont prêts à accepter d'être une puissance principale parmi tant d'autres, ou vont s'obstiner à essayer d'être la puissance? Et on voit qu'il y a une réflexion à l'interne qui est entamée à ce niveau-là. De plus en plus d'acteurs qui commencent à dire on devrait être un pays important sur la scène internationale, mais on ne peut pas assumer le fardeau seul. Et je pense que c'est le défi qui attend les États-Unis dans les prochaines années à ce niveau-là. C'est il y a un besoin de réflexion en profondeur pour sortir éventuellement de ce qu'on appelle en politique, en sciences politiques, le path dependency, c'est-à-dire que une bonne partie de la politique étrangère américaine est sur le pilote automatique là, depuis des années, qu'on pense à la présence militaire un peu partout dans le monde. Et donc, si on veut vraiment revoir le rôle des États-Unis, mais il faudra remettre ce genre de décisions-là en question, notamment le budget de la défense. Sur le plan interne, Julien a commencé à parler de polarisation. Je pense que le défi, ça va être de sortir des chambres d'écho. Les chambres d'écho, c'est un phénomène qu'on voit surtout au niveau médiatique. Donc, un groupe d'électeurs, de citoyens qui écoutent strictement Fox News, un autre groupe qui écoute strictement CNN, et ces groupes-là se parlent de moins en moins. La prolifération des commentateurs politiques aussi n'aide pas cette situation-là, parce qu'on
qu'on a un flou maintenant entre la nouvelle et l'éditorial ou l'opinion. Et ça, ben, c'est rien pour aider l'électorat. Donc, je pense qu'il y a il va y avoir à un moment donné ce défi d'essayer de percer les bulles médiatiques qui aggravent le phénomène de polarisation politique dont parlait Julien. Et les choses ne s'améliorent pas. Julien Toureille parlait de Newt Gingrich tout à l'heure. Il a aussi parlé de sa thèse de doctorat. Ma thèse de doctorat portait notamment sur le sénateur Jesse Helms, qui était au Sénat durant cette période-là. Et il y avait quand même, à ce moment-là, entre Jesse Helms, le républicain, et Bill Clinton, le président démocrate, une certaine collaboration, même si les deux personnages se détestaient probablement personnellement. Il y avait encore des projets, des lois, des budgets sur lesquels les deux partis pouvaient s'entendre. Regardez aujourd'hui, regardez Joe Biden qui tente de convaincre le Congrès. Bon, il y a des soucis au sein du Parti démocrate également. M. Manchin et Mme Sinema qui sont pas certains de vouloir aller de l'avant avec les projets de Biden sur le plan budgétaire, les programmes sociaux et tout ça et sur les impôts. Mais du côté républicain, la porte est fermée. La porte est presque entièrement fermée. Et cette évolution-là, oui, je suis d'accord avec Julie-Pierre, est un des grands défis en ce moment. Julie-Pierre, vous voulez rebondir là-dessus rapidement? Je voulais juste rebondir rapidement puis dire que dans le fond, la réflexion dont je parlais sur la politique étrangère est peut-être étonnamment la porte de sortie pour essayer de rallier des gens qui s'entendent sur à peu près rien d'autre. On pense à la sortie de l'Afghanistan pour laquelle Alexandria Ocasio-Cortez et Matt Gaetz avaient sensiblement la même position. Et ce n'est qu'un exemple, là, mais je pense que le désengagement américain peut rallier des factions politiques qui autrement ne s'entendent sur à peu près rien dans l'agenda législatif. Monsieur Balthazar, trouvez-vous les analyses dont j'ai parlé tout à l'heure trop pessimistes et quels sont les grands défis pour ce pays en ce moment? Oui, je pense qu'on a raison d'être pessimiste. Moi, je disais toujours à mes étudiants, la démocratie, c'est d'accepter à l'occasion que l'autre parti gagne. Or, que cela manque de façon aussi déterminée à l'heure actuelle, c'est extrêmement inquiétant. Hein? Ce sentiment qu'on a que les républicains n'accepteront jamais qu'un démocrate puisse gouverner. Cela dit, il faut se souvenir que la démocratie américaine a toujours été très limitée. Hein? Le président est élu par un collège électoral qui, au début, ne s'enracinait même pas dans l'ensemble de la population. On a accepté que le Sénat soit une institution finalement assez peu démocratique dans la mesure où l'État de la Californie est placé sur le même rang que celui du Wyoming. Donc, déjà des grosses failles dans la démocratie américaine que Tocqueville pouvait constater lui-même à l'époque. Et il faut, le système lui-même du check and balance fait en sorte qu'il est, dans ce pays, très difficile de faire voter une loi. Donc, ce pays qui incarne l'évolution, qui a incarné longtemps l'évolution, le fait en dépit du fait que ce soit tellement difficile de faire des lois. Et puis, il faut lire le livre de Paranoid Style in American Politics dont parlait Julien tout à l'heure pour voir qu'à plusieurs époques de l'histoire des États-Unis, il y a eu des mouvements très inquiétants pour la démocratie. Laissez-moi revenir en arrière un petit peu. Pour moi, c'est pas très loin, mais pour vous, c'est le déluge. 1964. Un certain Barry Goldwater est candidat à la présidence des États-Unis, représente les États-Unis. Il prononce cette parole extrêmement inquiétante. Extremism in the name of virtue is no vice. Alors, l'extrémisme, ça n'est pas mauvais si on le fait pour la vertu. Alors, avec un slogan comme ça, vous pouvez abandonner la démocratie s'il faut, par ce moyen-là, sauver la vertu.
C'est vrai que Barry Goldwater a été battu à plate couture, mais à côté de lui, au moment où il se présentait, il y avait un certain Ronald Reagan qui va devenir président par la suite. Donc, c'est un lent mouvement que j'ai appelé, moi, la dégénérescence du Parti républicain, qu'on peut dater même d'avant Goldwater avec le sénateur McCarthy, avec la volonté de Nixon de remplacer George Wallace. George Wallace, qui était le candidat des sudistes qui refusait les droits civils, Nixon a décidé, avec la fameuse Southern Strategy, d'aller chercher ce vote-là et de l'intégrer au Parti républicain. Alors, vous voyez, c'est une longue évolution. La démocratie va mal. Elle a été mal en point dans le passé. Elle le sera encore dans l'avenir. Et ce sera toujours inquiétant. Qu'on puisse en sortir, comme Julien l'espère, en annulant ce terrible gerrymandering à l'heure actuelle. À court terme, on ne voit pas beaucoup de lumière parce que on s'obstine à maintenir ce système-là et la Cour suprême, très conservatrice, va le maintenir pendant un certain temps. Quant à la politique étrangère, oui, je suis entièrement d'accord avec Julien. On parle du déclin depuis toujours. Alors, ce déclin-là, il existe. C'est sûr. Il suffit de regarder les statistiques, la montée d'autres puissances comme la Chine, mais c'est un déclin relatif. Il y a beaucoup d'éléments qui nous font croire que les États-Unis sont une très grande puissance. Et puis, si on veut être optimiste, comme je le suis toujours, il y a encore des espoirs que l'internationalisme libéral demeure. Quand ce serait que c'est la meilleure politique, on ne peut pas penser la paix dans le monde sans penser à de la coopération, à des compromis, à de la diplomatie, à ce que représente l'internationalisme libéral. Et je regarde cette incorrigible Madeleine Albright qui fait un article dans les prochains numéros de Foreign Affairs sur the coming of the democratic revival. Et elle annonce que l'internationalisme libéral a des chances de revenir, même s'il part de très loin à l'heure actuelle. Alors voilà pour le moment. Merci. J'aime beaucoup votre définition de la démocratie. C'est accepter de perdre parfois. On tente à oublier ça, malheureusement, à Washington, où on ne veut pas perdre. On va même parfois plus loin en souhaitant presque la disparition de notre adversaire, la destruction de notre adversaire, si on écoute les propos de certains élus, plus campés à droite, plus campés à gauche parfois. Mais je suis content qu'on fasse preuve d'un peu d'optimisme parce que, comme M. Balthazar, je trouve que ses ouvrages sur la mort de la démocratie sont très, très alarmistes, même si, évidemment, il faut rester vigilant dans le contexte actuel avec ce qu'on a vu le 6 janvier. Et ce délitement de la démocratie, on le voit pas juste aux États-Unis non plus. Ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe chez nous, au Canada, au Québec, sur des questions semblables, dans d'autres pays semblables aux États-Unis également. Victor, optimiste, plus pessimiste, et quel est le grand défi pour ce pays en ce moment? Toutes ces analyses de la situation de la démocratie aux États-Unis sont effectivement alarmistes. Je pense que ce qui les rend de la sorte, c'est surtout que c'est que de plus en plus, l'impression qu'on a, c'est quand on les écoute ou on les lit, on se dit, ils sont de plus en plus plausibles. Du moins, je peux me l'imaginer sans que ce soit un scénario de science-fiction ou d'un film d'anticipation. Mais je pense qu'il faut nuancer ces scénarios-là avec, d'une part, le fait qu'il existe quand même aux États-Unis des contre-mouvements et des forces politiques en opposition à ces mouvements antidémocratiques plus autoritaristes.
Et aussi qu'il existe en ce moment, on le voit un peu avec le 6 janvier, il y a quand même une volonté du gouvernement américain de punir au minimum ceux qui ont participé, qui ont été à un certain degré responsables de l'événement. Ce qui, l'histoire nous enseigne sur la montée de ces mouvements antidémocratiques, autoritaires, d'extrême droite, on pourrait dire, c'est qu'ils prolifèrent quand il y a une certaine forme d'impunité à leur égard. C'est-à-dire quand la société civile, mais aussi le gouvernement n'essaye pas de les remettre à leur place ou de les empêcher de commettre leurs actions. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est toute la question, par exemple, l'espèce d'apathie autant chez un large pan de la société civile américaine, mais du gouvernement à ne pas avoir, par exemple, les réformes du droit de vote qui sont mises de l'avant par des États républicains et de ne pas plus contester ou de ne pas s'inquiéter ou du moins d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de ces mouvements fondamentalement antidémocratiques, là, parce qu'on cherche à empêcher les gens d'exercer leur droit de vote en pliant la loi au maximum. Et je ferais un bond sur moi ce que je pense aussi qui est un important défi, et ça fait un peu le lien avec la question de la polarisation partisane que Julie Pierre a amené, mais c'est bien entendu le rôle des technologies numériques de communication dans cette dynamique-là, parce que oui, forcément, il y a des bulles médiatiques qui se créent, mais l'Internet et surtout les réseaux sociaux ne nous aident pas, ou du moins accentuent le phénomène en créant davantage de séparation idéologique entre différentes factions. OK. Et pour qu'il y ait au minimum un régime démocratique, il faut qu'il y ait, si vous voulez, il faut que les citoyens et citoyennes qui composent ce régime s'entendent sur un minimum de valeurs et de principes, mais aussi de faits. Et les réseaux sociaux ne nous aident pas à ce niveau-là. Donc, si vous avez des factions idéologiques qui vivent cloisonnées les unes des autres, mais maintenant avec carrément des interprétations alternatives de la réalité ou de ce qui se passe, ça devient difficile, comme on l'a dit, d'avoir des compromis, des discussions, et surtout quand on rentre dans cette logique-là de l'adversaire, pour revenir à ce que je mentionnais en début, en introduction, mais quand vous commencez à considérer que l'adversaire collabore avec des pédosatanistes, c'est très difficile maintenant d'avoir une discussion démocratique et d'essayer d'arriver avec le compromis quand vous dépeignez l'autre comme probablement la pire personne sur Terre. Il serait intéressant de voir aussi jusqu'à quel point des individus sympathiques à ces idées se feront élire aussi en 2022, parce qu'il y a quand même un certain nombre de candidates qui se réclament ouvertement de ces mouvances dont tu nous parles, de la mouvance Q. Ils seront pas la majorité des élus au sein du Congrès, notamment après les élections 2022. Mais il y en a déjà quelques-uns au sein du caucus républicain à la Chambre des représentants, et ce nombre pourrait croître au cours des prochaines années. Donc, 2022 sera un rendez-vous électoral intéressant à ce titre. Andréane, est-ce qu'on est trop pessimiste dans les ouvrages dont je parlais, et quels sont les défis les plus importants à tes yeux en ce moment? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas trop pessimiste, mais pour un indicateur qui est souvent trop peu étudié dans les livres que tu as cités, et c'est la question de la relation entre les droits des femmes et la démocratie. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde les études à l'international de l'état de la démocratie, on voit qu'il y a de plus en plus en approche féministe des études qui font des liens entre le recul dans les droits des femmes et le recul suivant dans la démocratie. Donc, lorsqu'on a des reculs dans les droits des femmes, on est déjà dans une pente descendante vers d'autres reculs par rapport à l'état de la démocratie. Et ça a été étudié dans une pluralité de pays à l'échelle internationale. Et donc, à l'inverse, on a aussi des études qui démontrent que plus on a des lois égalitaires, plus on vise une égalité entre les femmes et les hommes dans une société, mais entre tous les individus qui forment la société,
plus on a une démocratie qui est saine et qui est forte. Dans ce contexte-là, j'aimerais attirer votre attention sur une décision qui est tombée pendant notre discussion. En fait, la Cour suprême vient d'annoncer qu'elle ne bloquera pas l'application de la loi SB 8 au Texas, et qu'elle a devancé également les arguments oraux au 1er novembre. Toute la question du potentiel renversement de Roe v. Wade devient un peu plus réelle. Et sur ça, je rejoins Victor, où avant, on avait ces discussions-là et c'était considéré comme étant très pessimiste. Mais en fait, là, il y a des éléments, en fait, qui sont beaucoup plus tangibles et qui ne font plus partie d'un scénario de science-fiction, mais qui font potentiellement partie de la réalité. Et donc, en lien avec cette décision de la Cour suprême et d'autres indicateurs par rapport au droit de vote, par rapport à l'accessibilité des bureaux de vote, par rapport à d'autres indicateurs en termes de droits reproductifs, de droits sociaux et de droits des communautés ethnoculturelles aux États-Unis, je dirais que je ne suis pas d'accord avec la totalité de ce qui est dit dans ces ouvrages-là, mais je pense que ces indicateurs-là nous montre là qu'il y a réellement un glissement de la démocratie et que si on ne fait pas attention, en fait, cette pente glissante-là pourrait s'accélérer rapidement. Et sur ça, en fait, cette nouvelle-là qui vient de tomber m'amène... et juste avant aussi, je voudrais préciser, en politique étrangère, c'est pas mon domaine, mais il y a un des éléments où, lorsqu'on a ce type de recul-là sur la scène nationale, en fait, on le voit également se répercuter sur la scène internationale. Donc, lorsqu'il y a eu la loi SB 8 au Texas, par exemple, il y a d'autres États à l'international qui se disaient, si les États-Unis le font, en fait, pourquoi est-ce que moi je le ferais pas? Pourquoi est-ce que mes reculs en termes de droits des femmes ne sont pas légitimes puisque les États-Unis font exactement la même chose sur leur territoire? Donc, il y a un poids symbolique aussi au fait que ce soit aux États-Unis qu'on observe ce type de recul-là actuellement et que ça peut avoir des impacts beaucoup plus rapides sur des démocraties à l'international. L'autre élément aussi, c'est que lorsqu'on a ces reculs-là sur la scène nationale, on a moins tendance à investir dans des mécanismes de coopération internationale en termes d'accès aux droits reproductifs et sociaux pour les femmes, mais également en termes d'accès à des programmes d'égalité sociale. Donc, sur la scène internationale, il y a également des impacts à cette analyse plus féministe du déclin de la démocratie aux États-Unis. Et au niveau du plus grand défi, je dirais que je suis d'accord avec mes collègues sur la question de la polarisation, mais j'irais dans une autre institution, en fait, du système politique des États-Unis, et j'attirerai votre attention sur la politisation de la Cour suprême. Et sur ça, je sais que c'est une position qui ne fait pas l'unanimité, que les juges de la Cour suprême refusent le titre d'être une instance politisée, mais le simple fait que les juges se sentent obligés de répondre à ce type d'attaque-là, en fait, démontre qu'il y a une certaine politisation de la Cour suprême en soi. Et le fait que cette branche qui est considérée, comme Frédéric le souligne dans ses cours, la moins dangereuse des branches du pouvoir aux États-Unis, en fait, ça a des incidences parce que la Cour suprême est considérée comme étant celle qui interprète la Constitution. Et donc, lorsqu'on a des lois comme SB 8 ou comme des lois qui visent à restreindre l'accessibilité au vote qui demeurent en application parce que la Cour suprême refuse de les suspendre ou de les abolir, en fait, on se retrouve avec une situation où on a donc une poursuite de ce déclin-là parce qu'on a une Cour qui est non seulement penche conservatrice, mais parce qu'on peut appliquer ce titre de conservateur et progressiste à des juges qui, à la base, devraient être neutres. Comme je le disais en introduction, un des objectifs de notre série d'activités sur le 25e anniversaire de la chaire, soulignant le 25e anniversaire, c'est de se demander à quoi pourrait ressembler le monde d'ici ou en 2046. Pourquoi 2046? C'est à ce moment que la chaire célébrera son 50e anniversaire. Donc, on verra d'ici là ce qu'on fera, mais on voulait s'amuser un petit peu en essayant de se demander quels seront les grands enjeux à surveiller dans le monde et pour nous aujourd'hui, pour les États-Unis, aux États-Unis, au cours des prochaines années. À quoi ressemblera ce pays que vous étudiez dans 5, 10, 15, voire 25 ans? Et pour l'Observatoire sur les États-Unis, qu'est-ce qui devrait retenir notre attention? Quelles sont les grandes questions sur lesquelles on devrait s'attendre à devoir travailler au cours des prochaines années? Et je vous le dis, on s'amuse ici parce qu'on fait pas de futurologie, on n'a pas de boule de cristal. Et j'ai bien aimé ce que certains d'entre vous avaient dit tout à l'heure. L'élection de Donald Trump, notamment, était très difficile à prédire, mais amusons-nous un petit peu. Essayons de voir ce qui pourrait
effectivement retenir notre attention au cours des prochaines années. Je commencerai par Andréane. Moi, j'irais vers certains des éléments qui ont déjà été mentionnés, c'est-à-dire la question des lois électorales. À court terme, pour moi, c'est vraiment l'adoption des lois électorales, parce que tout le discours, en fait, qui sous-tend ces lois électorales-là est un discours qui est très divisif et on pointe du doigt notamment les minorités ethnoculturelles en termes de potentielle fraude électorale, de est-ce que la personne est réellement citoyenne ou pas lorsqu'il y a des élections. Et donc, toute cette question là, des lois électorales et de la Fédération républicaine autour de lois restrictives envers les minorités ethniques, les minorités sexuelles et de genre, donc que ce soit les lois électorales en soi, mais également les lois qu'on voit là, par rapport à la communauté trans aux États-Unis et les lois anti-avortement également à travers le pays. Et à long terme, je pense que tout ce qui se passe en ce moment, ce type de loi-là, cette division de façon plus marquée, cette polarisation-là, en fait, on voit également apparaître en fait deux ensembles de valeurs et deux ensembles pratiquement de vérités qui semblent de plus en plus distincts et qui se parlent de moins en moins. Et en fait, sur le long terme, donc si on pense le plus dans 20, 25 ans, mais l'étude, en fait, de l'impact que ces deux systèmes parallèles dans un même système politique, quels seront les impacts sur le système politique? Est-ce qu'on sera encore avec le même système? Est-ce que on remettra en cause, en fait, l'organisation politique des États-Unis alors qu'elle tient depuis des années? Et je ne m'avancerai pas sur à quoi pourrait ressembler le monde. Je vous avoue que considérant mes intérêts de recherche et le sujet de ma thèse qui porte sur l'accès à l'avortement, j'avoue qu'en ce moment, je n'ai pas trop envie de passer au-delà de juin 2022 pour le droit des femmes aux États-Unis. Merci, Andréane. Victor? Moi, à court terme et à long terme, c'est un peu le même sujet, mais c'est un peu l'évolution de la droite radicale et extrémiste aux États-Unis. À court terme, je trouve ça intéressant parce que je viens de le mentionner au début sur la perception du déclin américain et de la puissance américaine sur la scène internationale. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des parallèles importants à faire entre la perception de la puissance américaine sur la scène internationale et l'émergence ou le momentum de certains groupes d'extrême droite, comme par exemple avant le moment, la mouvance à laquelle on assiste aujourd'hui est intimement liée à l'enlisement des guerres au Moyen-Orient, mais aussi aux difficultés économiques et de la crise économique de 2008. Mais avant ça, vous pouvez remonter dans les années 70, il y a eu aussi une remontée de l'extrême droite aux États-Unis qui était surtout alimentée par des vétérans du Vietnam suite à la défaite au Vietnam et à l'humiliation du Vietnam. Donc, il y a des parallèles à faire entre les impacts que les déboires ou les difficultés en politique étrangère des États-Unis ont après ça à domicile sur des groupes, surtout, souvent ces groupes sont composés de vétérans, d'anciens soldats américains. Donc, à court terme, ce serait intéressant ou du moins de surveiller ce qui se produit, par exemple, avec la conclusion de la guerre en Afghanistan, donc qui semble avoir été au minimum traumatisante pour bien les Américains, là, si on se fie à la couverture médiatique ou de la fin de l'été sur le sujet. Et à long terme, tu l'as mentionné, Frédéric, mais comment ces mouvements vont influencer le Parti républicain? Parce que tu l'as mentionné, il y a de plus en plus de candidats qu'on pourrait dire de partisans de QAnon qui se présentent à des postes électifs. Notamment, j'ai sorti une statistique de l'organisation Media Matters for America qui suit ce développement-là et qui recense en date d'hier 45 candidats se présentant au scrutin de mi-mandat de 2022 qui ont affiché un degré de soutien au mouvement QAnon. Mais ça, c'est juste à des postes de représentants au Congrès ou au Sénat. Il y a toutes les législatures, et ça inclut aussi les législatures d'État, autant que la législature fédérale, mais il y a aussi tous les plus petits postes électifs, comme par exemple les présidents de commissions scolaires, les shérifs, et j'en passe, et aussi les gens qui vont être chargés de surveiller les élections et d'organiser les élections en 2022 et en 2024. Et bien, beaucoup d'influenceurs au sein du mouvement QAnon encouragent délibérément leurs partisans à se présenter à ces postes-là et à créer une espèce de mouvement par le bas, un peu grassroots, comme on l'a vu
en 2010-2011 avec le mouvement du Tea Party. Donc, ça serait à long terme, à court terme et à long terme aussi, de voir quels seront leurs succès. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce qu'on va assister à une transformation dans les 10, 15, 20 prochaines années du Parti républicain à cause de cette implication politique-là? Très intéressant. Merci, Victor. Julie Pierre. Oui, à court terme, peut-être le penchant plus optimiste de l'enjeu que soulevait Andréane. Je vais regarder comment les mouvements de mobilisation des électeurs vont réussir peut-être à contrer les dynamiques qu'on voit actuellement. Comment des mouvements comme celui qui a été enclenché par Stacey Abrams peuvent essayer de combattre là, le gerrymandering, les nouvelles lois là, qui restreignent l'accès au vote. Est-ce que ces mouvements-là vont prendre de l'ampleur et avoir un impact similaire à ce qu'on a vu en Géorgie l'an dernier. À plus long terme, par contre, ma réponse est beaucoup plus pessimiste parce que l'enjeu qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les États-Unis vont arriver à gérer la crise climatique. On voit déjà les impacts de cette crise aux États-Unis, les feux de forêt, les inondations, les impacts sur les récoltes, et déjà les fonds sont insuffisants pour reconstruire le pays. Et ça, c'est sans parler des efforts qui sont nécessaires pour essayer d'enrayer là, les changements climatiques. Et comme on parle depuis, certains de mes collègues l'ont évoqué, on parle déjà de tensions au sein du pays, on parle de gens qui craignent pour leur mode de vie, qui sentent déjà que leur mode de vie ou leurs valeurs sont menacées. Si en plus de ça, il faut ajouter des changements en mode de vie pour essayer de combattre les changements climatiques, mais ça risque d'être très mal reçu. Et à ce niveau-là, j'ai l'impression que les États-Unis vont avoir de la difficulté à faire les changements nécessaires là, pour contribuer à la hauteur qui est nécessaire dans leur cas à la lutte au changement climatique et au réchauffement de la planète. Donc, on le voit déjà avec le débat qui a lieu actuellement au Congrès, mais cet enjeu-là risque de prendre de plus en plus d'ampleur et les États-Unis n'ont pas l'air équipés là, actuellement pour y faire face. Merci beaucoup, Julie Pierre. Julien Touret? Alors, moi, à court terme, il y a peut-être un enjeu qu'on a assez peu évoqué qui va retenir l'attention tant cette démocratie américaine est peut-être suspendue à celui-ci. C'est la place de Donald Trump d'ici l'élection de mi-mandat de 2022 et évidemment la présidentielle de 2024. Alors, on a pu être soulagé de sa défaite en novembre dernier, en 2020, en se disant que bon, peut-être la démocratie américaine l'avait échappé belle et on est allé vers des voies un petit peu plus ensoleillées, pour reprendre une expression assez bien connue au nord de la frontière, mais il est encore dans le portrait. Donc, je pense que d'ici 2024, il va y avoir beaucoup d'attention portée là-dessus. À plus long terme, sur la démocratie américaine, je trouve qu'un des sujets qui pourrait retenir l'attention, c'est celui de la diversification du profil sociologique des élus, en particulier au Congrès. Lors des 2 derniers cycles électoraux, il y a quand même eu des progrès, notamment avec l'élection de femmes, et même dans les 2 partis, mais à plus long terme, est-ce que ce Congrès, qui est quand même très largement dominé par des hommes blancs assez âgés, va enfin pouvoir évoluer et être plus représentatif de la diversité et je dirais même du dynamisme de la société américaine? Parce qu'on a toujours le sentiment aux États-Unis qu'il y a un gros clivage entre une société qui est très dynamique et un système politique et des décideurs qui sont un petit peu plus sclérosés, pour lesquels il faut un petit peu plus d'attente. Donc ça, à plus long terme, je suivrai ça, où je trouve que ça serait intéressant. Et évidemment, en politique étrangère, la question des changements climatiques, Julie Pierre l'a évoqué, et la question de la relation avec la Chine. Est-ce que Taïwan va devenir le Berlin de cette nouvelle guerre froide dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée maintenant? Est-ce qu'on sera encore là en 2046 pour pouvoir en parler? Parce que bon, la guerre froide, elle s'est bien terminée. On peut parler d'une nouvelle guerre froide parce que la précédente, elle s'est bien terminée. Si celle-ci, elle se réchauffe et qu'il y a un risque d'affrontement nucléaire entre Pékin et Washington, on sera peut-être pas là pour en parler en 2046. Voilà. Et peut-être, et je finis là-dessus, en 2046, on pourra se reposer la question, mais pourquoi les États-Unis ont oublié les leçons de la contre-insurrection? Voilà, parce qu'ils aiment oublier ces leçons-là en se replongeant dans la logique d'affrontement entre grandes puissances pour oublier leurs déboires vis-à-vis d'acteurs non étatiques. On est peut-être dans une de ces phases-là. On n'a pas trop aimé ce qui s'est fait en Irak et en Afghanistan. On se concentre sur la Chine, mais
dans 25 ans, on aura été surpris par l'émergence d'un nouvel acteur non étatique qui aura mis à mal la puissance militaire des États-Unis. Des questions que tu te posais dans la thèse de doctorat, tu y as fait référence tout à l'heure et qui restent tellement pertinentes aujourd'hui avec ce qu'on a vu en Afghanistan récemment. Puis, effectivement, les leçons, est-ce qu'on les apprend vraiment? On s'est posé la question avant également et la réponse était non, souvent. Louis Balthazar? Bien, moi, je suis le seul parmi vous qui à être tout à fait sûr de ne pas être là en 2046. Donc, même si je suis très mauvais prophète, je peux en parler allègrement. Il y a, bon, je disais toujours ça à mes étudiants, il y a une chose certaine pour l'avenir, c'est que nous aurons des surprises. La politique nous surprend toujours. C'est ça qui est merveilleux d'ailleurs dans le métier de chercheur sur les États-Unis et sur le monde. Il y a des surprises au bout du chemin constamment. Mais il y a des choses qui s'imposent dont on peut être sûr. D'abord, comme on l'a souligné tout à l'heure, la planète sera encore plus fragile qu'elle l'est aujourd'hui. Les changements climatiques se seront imposés et il est sûr que nous n'aurons pas réussi en 2046 à les mater. La bonne volonté des populations partout dans le monde manque à cet égard. Donc, on a des objectifs qu'on n'atteint jamais. On ne les aura sûrement pas atteints en 2046. Et donc, ce sera un problème très grave, plus qu'aujourd'hui encore. Ensuite, il y aura eu aux États-Unis, Julien y faisait allusion, il y aura eu le grand remplacement. En 2046, la majorité de la population américaine ne sera pas blanche. Est-ce que ça veut dire que le Parti républicain sera en déclin, que tout ce monde-là sera démocrate? Rien de moins sûr, parce que les populations changent. Hein? Moi, je suis frappé par le fait que les héritiers du New Deal soient devenus finalement très conservateurs, soient devenus républicains. Les ouvriers qui ont été bien traités par Franklin Roosevelt se sont enrichis relativement parlant, jouent au golf et deviennent plus conservateurs. Donc, on verra, on a déjà vu à la dernière élection des Latinos voter républicains en plus grand nombre. Donc, il est à prévoir que ceux qui sont menacés aujourd'hui et qui finiront par s'installer, deviennent à leur tour conservateurs vis-à-vis des nouveaux arrivants. Et donc, on pourrait voir en plus grand nombre des Afro-Américains, des Latinos, qui auraient les mêmes inquiétudes, les mêmes attitudes que le Parti républicain aujourd'hui. Quant à la politique étrangère, je pense qu'en 2046, les États-Unis, je me trompe peut-être, là, seront encore une grande puissance. Et Dieu merci, j'espère bien que Taïwan n'aura pas été l'enjeu d'une guerre nucléaire. À cet égard, on parlait aujourd'hui du fait que la politique de Joe Biden n'est pas aussi subtile que George Kennan l'aurait espéré. Je pense qu'on oublie dans la maxime de Theodore Roosevelt, speak softly and carry a big stick, on oublie le speak softly. Et un conseil à Joe Biden aujourd'hui serait de dire attention, pourtant Joe Biden n'a pas la stature d'un intransigeant, mais son langage à l'heure actuelle est plutôt inquiétant pour l'avenir. Voilà. Louis Balthazar, Julien Toureille, Julie-Pierre Nadeau, Victor Bardou-Bourgeois, Andréane Bissonnette, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion.